Chapitre V. La belle d'ailleurs. Je suis en train de rêver. Je vais cligner des yeux et elle va disparaître. Tels étaient les mots qui tournaient encore et encore dans sa tête alors que, fasciné, il contemplait, comme il l'aurait fait d'une divinité tombée sur terre, celle qui s'offrait à son regard dans son étrange parure. En avait-il rêvé de cette rencontre? Des centaines, des milliers de fois en ces nuits solitaires bercées par les lectures de ses auteurs favoris, où le héros, perdu dans quelque contrée hostile et mystérieuse, faisait la connaissance de son héroïne, fille d'une autre culture comme on n'en croisait que dans les romans ou au cinéma. Le temps passant, la pression du quotidien se faisant chaque jour plus forte, il avait peu à peu renoncé à trouver une de ces belles farouches, exotiques et courageuses, et tout ce qu'elle représentait. Un autre monde, un ailleurs inaccessible où tout était possible, où les sentiments, comme les aventures, s'exprimaient sans contrainte, sans faux semblant, où l'amour, le grand amour, celui qui enflammait ses héros et les rendait capables des plus extraordinaires prouesses, n'était pas un vain mot. Oui, il avait renoncé à y croire. Et maintenant, à cet instant précis, alors qu'il perdait, assis sur ses gradins, ses dernières illusions, que son enfance le quittait, emportant avec elle son innocence et cette petite flamme brillante d'absolu, qui ne connaissait ni les compromis ni les bassesses de l'âge adulte. Il fallait que sorte de la terre cette fabuleuse machine et que s'échoue devant lui, comme une sirène abandonnée par une vague nocturne, cette jeune fille. Qui était-elle? Certainement pas une lycéenne, songea-t-il en l'admirant, même si elle semblait avoir à peu près son âge. Peut-être était-elle légèrement plus jeune, c'était difficile à dire. Pour la comparer aux autres, encore aurait-il fallu avoir un point de référence. Tellement unique, tellement différente, elle n'en offrait aucun. L'observer, c'était déjà se perdre ailleurs, car elle venait d'ailleurs. C'était évident. Pas seulement d'un engin de métal, échappé du complexe de la Telcorp, non, de plus loin, de bien plus loin. Elle n'était pas grande, petite même, mais son corps, musclé et ferme, féminin mais sans lourdeur, était bien proportionné. En la regardant, il ne put s'empêcher de songer à certaines de ces gymnastes chinoises qui remportaient toutes les compétitions olympiques en se jouant de la pesanteur sur les barres asymétriques, ou qui dansaient sur les poutres au mépris de la gravité. Ce corps, il avait tout loisir de le détailler, car la parure qu'elle portait, pour magnifique qu'elle fût, ne couvrait que bien partiellement son anatomie. Des sandales aux bracelets de métal qui gainaient ses avant-bras, en passant par la large ceinture qui ceignait sa taille, et au bustier qui en serrait sa poitrine, on devinait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle venait d'un lieu bien plus chaud que celui-ci. Un pagne court, fait d'un tissu rouge sang, descendait de sa ceinture jusqu'à mi-cuisse. Quant à sa poitrine, les volutes de métal complexes, qui formaient ce qu'à défaut de mots plus appropriés, il aurait nommé un soutien-gorge, la révélait plus qu'elle ne la masquait. Ce n'était pourtant pas une des cosplayeuses plus ou moins exhibitionnistes qui profitaient de certaines conventions pour dévoiler leur charme dans des tenues extravagantes, non. Dès le premier coup d'œil, on devinait que cette étrange parure, où le métal se mêlait au tissu pour souligner le corps plus que pour le cacher, comme celle des Amérindiens, Égyptiens ou même Grecs, n'était pas un fantasme de geek, mais le produit d'une culture ancienne et complexe. Comment, sinon, expliquer cet tatouage abstrait, élégant et précis, dont les volutes bleues ou rouges l'habillaient là où elle était nue? Il n'était pas maori, même s'il leur ressemblait un peu, mais il lui rappelait néanmoins quelque chose. En fouillant bien dans sa mémoire, il finit par trouver,
le bas-relief maya accroché au mur du salon, que son oncle avait ramené d'un de ses voyages. Aucune inconvenance là-dedans, seulement le fruit d'une culture qui glorifiait le corps plutôt que le diabolisait. Mais quelle culture! Sa peau, dorée comme le miel, un rien brûlé, et sa vêture évoquaient un climat chaud. Ses yeux remontèrent jusqu'au visage fin et délicat, d'une beauté étrangère, comme toute sa personne, mais bien malin qui lui eût trouvé une origine. Asiatique, semblait suggérer ses paupières un rien relevé, procurant à ses traits une touche féline, mais elle aurait aussi bien pu être indienne ou amérindienne, tant le métissage, dont elle était le fruit, empruntait à toutes ces ethnies. Elle lui rappelait un de ses camarades de classe, Linley, un Mauricien, beau gosse qui avait un succès fou auprès des filles. Quand Charles, un peu jaloux, lui avait demandé un jour son secret, Linley lui avait répondu « Je suis l'homme du monde, moi, mon pote. J'ai du sang africain, européen, indien et chinois. Comment tu veux que je leur plaise pas? Quand elles m'embrassent, elles embrassent d'un coup toute l'humanité. » Cet inconnu, ce fragment de rêve qui gisait à terre devant lui ressemblait un peu, dans ce savant mélange dont le fruit sublimait les singularités de chacun. Mais quelle ascendance pouvait lui avoir donné cette longue chevelure de neige, d'une blancheur immaculée, qui contrastait si joliment avec son hâle doré, à peine domestiqué par un bijou élégant dont le cabochon reposait sur son front. Alors même qu'il se perdait dans la contemplation de ses traits, ce nez fin, rien busqué, ces tatouages délicats autour des yeux, qui lui faisaient comme un loup de carnaval, en plus complexe, il se fit la réflexion que jamais encore il n'avait vu cette teinte de peau. Cuivré était le mot qui lui était spontanément venu à l'esprit. Et se baissant sur elle, il constata qu'il n'était pas usurpé, tant elle semblait presque briller. Il se demanda soudain quel soleil pouvait ainsi lui avoir donné cette pigmentation qu'il n'avait jamais vue. Comme il contemplait cette pâle chevelure, auréolant d'un nimbe immaculé son visage de Tanagra exotique, il sentit une pointe de glace s'enfoncer dans sa poitrine. Car sur sa tempe gauche, le blanc virginal se souillait d'écarlate. En se penchant un peu plus sur elle, il constata avec horreur qu'une longue estafilade sanglante passait au-dessus de l'oreille de la jeune fille. Une blessure, comme celle qu'aurait pu produire un couteau ou une balle. On lui avait tiré dessus. Mais qui et pourquoi? Et cet individu étrange qui, tout à l'heure, l'avait sorti de la courtilière et s'était enfui, qui était-il? Ou plutôt, qu'était-il? Ses yeux, quittant son inconnu, se tournèrent vers les gradins, cherchant une ombre, une trace, en vain. Pourtant, il lui semblait percevoir, fixé sur lui depuis quelque cachette, le poids d'un regard à l'acuité dérangeante. Trop de questions, trop de mystères. Son attention revint au visage de son inconnu. La blessure saignait encore, il fallait la soigner. Que faire? Attendre que les secours arrivent? Le bruit qu'avait fait la courtilière en sortant du sol avait dû être entendu jusqu'à l'IUT. Il avait vu tout à l'heure des fenêtres allumées. Quelqu'un allait certainement téléphoner à la police. Rester ici jusqu'à ce qu'ils emmènent la jeune fille à l'hôpital? C'était la solution la plus évidente, mais elle ne lui convenait pas. Si cet engin, comme cela semblait être le cas, appartenait à la Telcorp, et si son inconnu et son compagnon, quels qu'ils soient, l'avaient emprunté, elle risquait des ennuis, de gros ennuis, surtout ici, à Telcorp City. Mais ce n'était pas la seule raison. Il devait se l'avouer, alors même que son regard, une fois de plus, envoûté, s'égarait sur elle. Il ne pouvait supporter l'idée de la voir sortir de sa vie, maintenant qu'elle y était entrée. Elle respirait, en témoignaient les mouvements qui soulevaient sa poitrine,
sous le complexe bustier arachnéen de ce métal qui n'était ni de l'or ni du cuivre. Prenant sa décision, il approcha lentement sa main de son épaule, comme de crainte qu'elle disparaisse s'il l'effleurait. « Mademoiselle, » murmura-t-il, alors que ses doigts, enfin, entraient en contact avec sa peau. Ne percevant, dans le svelte corps immobile, aucune réaction, il sentit une sourde angoisse s'insinuer en lui. Et si la blessure qu'elle avait reçue était plus grave que ce qu'il en devinait? Si elle était définitivement partie, ou en train de mourir? Non, cela ne pouvait être. Elle ne pouvait pas disparaître alors qu'il venait juste de la trouver. Le monde ne pouvait être d'une telle cruauté. Pour lui offrir un instant la matérialisation de tous ses rêves et lui retirer aussitôt. Elle était trop jeune, trop belle pour mourir. Elle devait vivre. Pris d'un sursaut de colère face à cette injustice, il la saisit aux épaules et la secoua pour répéter, d'une voix plus forte, presque un cri, « Mademoiselle, mademoiselle, réveillez-vous !» Les yeux de son inconnu s'ouvrirent en grand. Des yeux fascinants, à l'iris non pas vert, noir, marron ou bleu, mais d'une teinte comme jamais il n'en avait vu, un violet améthyste presque lumineux. Il aurait pu rester des heures à les observer, détailler leurs reflets, leurs nuances, mais l'expression hallucinée, fiévreuse, qui était la leur quand elle les braqua sur lui, le terrifia. Une suite de paroles précipitées, dans une langue qu'il ne comprit pas, fusa des lèvres de la jeune fille, juste avant qu'elle ne lève la main, comme pour le repousser. Il eut à peine le temps de deviner, dans la pomme qu'elle lui présentait, la brillance irisée d'une étrange pierre qui flamboya d'un éclat plus vif. Il s'écarta instinctivement et sentit le frôler un souffle brutal, comme celui d'un objet invisible qu'on aurait projeté avec une violence inouïe. Derrière lui, contre la coque de la courtilière, il y eut un bruit de gong, ample, profond, celui qu'aurait pu produire une masse énorme frappant le fer. Il n'eut pas le temps de se retourner que la jeune fille, balbutiant une nouvelle tirade de mots dans cette même langue chantante et modulée, s'effondrait à nouveau et replongeait dans l'inconscience. Sa respiration précipitée s'apaisa un peu, mais sa poitrine se soulevait toujours. Il sut, avec un indicible soulagement, qu'elle vivait encore. Ce qu'elle avait fait avait consumé ses dernières forces. Et d'ailleurs, il lança un regard vers la courtilière. Il n'eut pas à chercher bien longtemps. Là, à 1 mètre au-dessus du sas d'entrée, sur la gauche, dans l'axe pile où la jeune fille avait tendu son bras, la structure luisante de la coque présentait une large et profonde concavité, comme aurait pu en produire un coup de masse formidable. Sa gorge se serra à la pensée de ce qui aurait pu lui arriver s'il ne s'était pas écarté de la trajectoire de la force invisible. On aurait retrouvé des morceaux de son crâne sur des mètres à la ronde. Ou bien, peut-être, aurait-il fini collé à la carapace de la machine comme une mouche écrasée. C'était donc cela qu'avait fait la pierre qui luisait dans la pomme de la belle inconnue, de son éclat si particulier, un éclat qui ne pouvait appartenir qu'à une sorte de minerai au monde, le tellurium. Une fois encore, on en revenait à la Telcorp. Et à ce propos, tendant l'oreille, il perçut, montant dans la nuit silencieuse, une rumeur de sirène qui se rapprochait. Comme il le soupçonnait, quelqu'un, probablement de l'IUT, avait entendu le bruit que la courtilière avait produit en surgissant de terre et prévenu la police. Il serait là d'une minute à l'autre. Que faire? Ses mains, saisissant l'inconnu pour l'envelopper dans le cercle protecteur de ses bras et la soulever, décidèrent pour lui. Alors qu'il étreignait la belle endormie, que son corps chaud et doux, à la fragrance de miel et d'épices, reposait contre lui,
que la soie pâle de sa chevelure affolait sa peau, il sentit de traverser un irrésistible élan de tendresse pour cette jeune fille venue d'ailleurs. Il devait la sauver, et pour cela, l'emporter loin d'ici. Svelte et menue comme elle l'était, elle ne pesait guère. Il put, sans trop d'effort, la soulever et la nicher contre lui. Il contournait la courtilière et marchait vers les tribunes, quand il perçut un brouhaha diffus. On venait. Faisant aussitôt demi-tour, il repassa derrière la courtilière et se dirigea vers les gradins opposés. Serrant contre lui non pas un père retrouvé, mais une belle étrangère venue d'ailleurs, au corps de rêve et au pouvoir extraordinaire, il s'engouffra dans la première porte qu'il trouva. Derrière lui, il entendait monter les exclamations de ceux qui découvraient l'extraordinaire spectacle. Avant qu'ils ne soient remis de leur saisissement, il avait tout le temps de disparaître. Il traversa les tribunes par un long couloir sombre, seulement éclairé de loin en loin par quelques appliques d'urgence. En approchant des portes à double battant opposées, il eut un moment d'angoisse. Pourrait-il les ouvrir? Étaient-elles verrouillées aussi de l'intérieur? Si c'était le cas, l'aventure s'arrêterait là. Ce fut donc avec une certaine appréhension qu'il pesa d'un coude sur la grande barre du mécanisme d'ouverture, et avec un indicible soulagement qu'il sentit le battant pivoter vers l'extérieur. Ils étaient dehors, mais pas encore tirés d'affaire. Il fallait passer les grilles qui entouraient le stade, et la seule sortie était précisément celle par laquelle venaient d'arriver les forces de l'ordre. Il sentit son inconnu bouger dans ses bras et entendit un faible gémissement filtrer de ses lèvres. Il devait l'emporter loin d'ici. Progressant le long du mur extérieur du bâtiment en direction de l'entrée, il ne tarda pas à deviner la lumière orangée et intermittente d'un gyrophare. Il parcourut encore quelques mètres, à pas prudents, jusqu'à voir les guichets dont la grille avait été ouverte, et derrière, la même voiture de patrouille qu'il avait aperçue un peu plus tôt. Peut-être était-elle vide? La silhouette, debout à côté de la portière passager, en train de griller une cigarette, le détrompa. Il pesta. Il ne passerait pas sans être repéré. Et quand ce type découvrirait celle qu'il transportait, Lucas pourrait toujours prétendre qu'il s'agissait d'une camarade de classe qui faisait du cosplay à ses heures perdues. Et il ne pensait pas que ça marcherait. Rancogné dans l'ombre, juste à côté des containers qu'il avait utilisés un peu plus tôt pour s'introduire dans le stade, il demeura immobile, son précieux fardeau dans les bras. Alors qu'il serrait la jeune fille contre lui, quelque chose brilla dans la pénombre. La pierre qui, tout à l'heure, avait flamboyé dans sa paume, enchâssée dans un étrange cabochon, lui-même parti d'un bijou dont les chaînes fines et ouvragées remontaient jusqu'à son poignet. Se souvenant de ce qui venait d'arriver à la courtilière, Lucas jugea qu'il serait judicieux d'ôter ce dangereux artefact si d'aventure son inconnu se réveillait dans les mêmes dispositions. Il prit le temps de trouver le fermoir, presque invisible à un œil non averti, batailla quelques secondes. Au moment où il désespérait d'y parvenir, il sentit le métal céder avec un petit cliquetis. Il eut tôt fait d'en délester la belle aux cheveux de neige et de glisser le bijou dans sa poche. Il respira un peu mieux. Au moins, si elle se réveillait une fois encore en sursaut, ne risquait-elle pas de lui faire exploser la tête? Restait maintenant le problème du policier qui leur barrait la sortie. À peine aurait-il fait 3 pas hors de l'ombre que l'homme, même inattentif, comme il semblait l'être, ne pourrait manquer de les remarquer. Il aurait fallu que ses collègues l'appellent en renfort, ou que quelque chose, n'importe quoi, l'éloigne quelques instants de l'entrée et de la voiture. À peine cette pensée l'avait-elle effleuré, qu'une forme furtive, se détachant de l'ombre du bâtiment, détalait à leur gauche, vers l'autre côté du stade. Une forme qui ressemblait à s'y méprendre à celle qui avait tiré la jeune fille hors de la courtilière. Le policier, réagissant aussitôt, cria un ordre,
qui ne reçut aucune réponse. Saisissant son pistolet, il se lança à la poursuite de l'intrigant personnage. Il disparut lui aussi derrière la courbure du stade. La voie était libre. L'autre l'avait-il fait exprès, pour leur permettre de s'enfuir? Lucas l'ignorait, et à cet instant, s'en moquait éperdument. Il n'était plus temps de réfléchir. Assurant sa prise sur le petit corps inconscient, il s'élança vers l'entrée, ne regardant ni à droite ni à gauche, s'attendant à chaque foulée à entendre derrière lui résonner un « Halte !» gueulé à plein poumon. 15 mètres, 10 mètres, toujours rien. Il avait presque atteint les portillons maintenant, et sentait des tiraillements dans sa nuque, l'envie irrépressible de se retourner. 5 mètres, rien encore. Il y était. Ce fut quand il eut franchi le tourniquet et se retrouva de l'autre côté qu'il réalisa, ils étaient sortis. Devant lui, le parking s'étendait, aussi vide et désert que lorsqu'il était arrivé. Peut-être là-bas, à l'IUT, devina-t-il, une silhouette derrière une vitre éclairée, trop loin pour qu'il en eût la certitude, ce qui signifiait que l'observateur non plus ne pourrait le reconnaître. Tirant sur sa capuche, il la rabattit sur son visage et, se retenant de courir, obliqua vers la promenade. Son précieux fardeau serré dans ses bras, il laissa le stade derrière lui et se dirigea vers le centre-ville et la maison de son oncle. Le plus dur restait à faire. Une fois arrivé, il faudra encore convaincre Patrick de recevoir la jeune blessée sous son toit. La nuit promettait d'être longue.